Histoire vivante, proposée par Irène Chalon et Jean Leclerc. Cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran, en passant par la Provence, l'agence, sa vie, ses heures. Elle pouvait faire exactement ce qu'elle voulait. Elle pouvait recruter des armées, acheter des banques. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. La sécurité nationale des États-Unis, légalement ou illégalement. Le coup d'État de 1953 a été considéré à l'époque par la CIA comme un véritable succès. En 1954, les États-Unis intervenaient presque ouvertement pour abattre un gouvernement de gauche qu'ils estimaient contraire à leurs intérêts stratégiques et commerciaux. Ce n'était pas la première sale combine menée à l'étranger avec succès, mais ce fut certainement la première de cette ampleur. Elle a en quelque sorte donné à l'agence son statut de majorité. Où le dissident va-t-il trouver refuge? Qui s'intéresse à l'écrivain? Quels sont les recrues visées? Que transmettons au service de renseignement? Quelles vont être les formes de l'offensive? Comment influencer l'art? Comment l'instrumentaliser? Et quel art particulier va se retrouver précipité au cœur de la guerre culturelle? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront abordées dans cet épisode, aujourd'hui intitulé « Un sous-marin culturel ». Je vais vous transmettre une interview qui fera approximativement 4 ou 5 minutes. Je compte pour la gravure. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Cologne. Un faubourg de Cologne où, dans sa villa de briques fraîchement sortie de terre, nous reçoit très aimablement Heinrich Böll, jeune homme de lettres allemand qui, depuis la guerre, s'est rapidement affirmé comme l'un des plus remarquables romanciers de la République de Bonn. Rentrer chez vous Bögner a valu à Heinrich Böll de se voir attribuer récemment le prix de la Tribune de Paris. Il s'agit d'un puissant et émouvant témoignage dépouillé d'artifice, qui nous campe un personnage, comment dirais-je, désemparé, c'est peu dire, presque perdu, ruiné, miné par la guerre. Personnage comme l'Allemagne en a connu des millions et des millions du fait de la guerre, mais laissons maintenant à son auteur le soin de nous en parler. Dans quelles circonstances, monsieur Böll, avez-vous été amené à écrire « Bögner, rentrez chez vous ». Je me suis retrouvé en 1945 à Cologne, ma ville natale, qui avait terriblement souffert de la guerre. Nous n'étions plus ici que 60 000. 750 000 habitants de cette ville avaient fui. Pourtant, la crise du logement était telle que c'était, pour cette maigre population, un problème extrêmement difficile et grave pour ses conséquences. Les foyers, les familles ont connu alors des épreuves qui ont souvent conduit à leur ruine. Ils étaient obligés de vivre dans des conditions telles que la désunion a fait des ravages. Il faut dire aussi que non seulement la crise du logement, mais aussi la dévaluation de la monnaie et d'autres facteurs. Votre style est frappant par sa clarté, sa sobriété, sa puissance. Quelle a été votre école? C'est difficile à dire. Bien sûr, dès la fin de la guerre, les romanciers allemands ont cherché à se débarrasser de certaines influences. Nous avons eu une rupture avec le passé. Les jeunes romanciers allemands ont cherché à faire du nouveau, si vous voulez, à faire en quelque sorte leur propre littérature, tout en subissant l'influence notamment de la littérature américaine et française et en restant fidèle à tout ce que la langue allemande présente naturellement pour nous d'attrayant et de riche. Je voudrais dire qu'à mon point de vue, nous avons trouvé pour notre style de nouvelles possibilités littéraires
grâce à l'influence, à la pénétration en Allemagne de la littérature étrangère après la guerre. Printemps 1974. Les journalistes se bousculent pour être témoins d'un événement politique sans précédent. Le dissident Alexandre Soljenitsyne, virulent critique de la mainmise de l'État sur la culture, vient d'être expulsé de l'Union soviétique. Tout d'abord, dire notre remerciement à M. Soljenitsyne, qui, d'une façon tout à fait exceptionnelle, a accepté de se prêter à ce dialogue et qui se livre ainsi à une conversation qui est, je crois, la première qu'il a eue dans ces conditions depuis son arrivée du РСФ. Наша с вами встреча обязана тому совпадению, что сейчас, в момент моего приезда в Париж, в издательстве «Сой» вышла моя новая книга. Notre entretien est dû à la coïncidence heureuse entre mon arrivée à Paris et la publication de mon nouveau livre. Вероятно, некоторые из вас ее уже читали, другие прочтут. Sans doute certains d'entre vous l'ont déjà lu, d'autres le liront. Нет необходимости мне поэтому ее как-то представлять. Il n'y a pas de nécessité absolue pour moi de vous le présenter. Однако особенности жизни в Советском Союзе таковы, Cependant, les particularités de la vie en Union soviétique sont telles что некоторые дополнения que certains additifs остались за пределами этой книги. sont restés en dehors de ce livre. Я просто приведу примеры. Je vais donner quelques exemples, Это передает атмосферу нашей жизни. car ces exemples rendent très bien l'atmosphère de notre vie. В эту книгу, эта книга могла бы быть значительно полней, больше случаев и больше имен. Ce livre aurait pu être bien plus complet, il y aurait eu bien plus d'épisodes et de noms mentionnés. Я бы назвал, есть несколько разрядов фактов или событий, которые не могли быть включены в нее. Il y a plusieurs registres de faits et d'épisodes qui n'ont pu être inclus dans ce livre. Примером события из этого ряда Un exemple de cet ordre является, например, подробная запись знаменитой кремлевской встречи вождей партии и правительства с писателями и художниками. Ce sont les notes très détaillées que j'avais prises lors de la rencontre au Kremlin entre les dirigeants de l'URSS et les écrivains soviétiques. Я, сидя на этой встрече 2 дня, подробно все записывал. Lorsque j'étais à cette conférence, pendant 2 jours, j'ai noté très en détail tout ce qui s'y est passé. Накал заседания во второй день был таков, что это приходилось делать за спиной сидящего впереди. L'intensité dramatique des séances était telle qu'il fallait le faire parfois abrité par le dos, caché par le dos de celui qui était assis devant. Хрущев непосредственно кричал, не мне, там другому, кого заметил, а вы что, записываете? Khrushchev de temps en temps disait à quelqu'un, ou criait à quelqu'un plutôt, qui était pas à moi, mais quelqu'un qui était assis pas très loin de moi, quoi, vous notez là-bas, ôtez-lui son crayon. Эта встреча сама по себе достойна подробного описания. Cette rencontre mériterait une description détaillée. Западному человеку нельзя вместить это в голову. L'homme occidental ne peut pas comprendre véritablement. Чтобы все высшее руководство огромной страны, que tous les hauts dirigeants d'un immense pays 2 дня сидело с писателями, художниками, скульпторами и актерами. Sont restés pendant 2 jours en séance avec des écrivains, des sculpteurs, des compositeurs. И учила их, как надо писать. Et leur disait comment il fallait écrire ou sculpter. En Allemagne, Soljenitsyne trouve refuge auprès du prix Nobel de littérature 1972, Heinrich Böll. Pour Soljenitsyne, aucun doute, l'Occident ne saurait comprendre. Mais l'Occident agirait-il selon d'autres critères, moins brutaux, plus subtils, plus discrets? Il ne sait pas que d'autres services secrets sont à l'œuvre de l'autre côté du rideau de fer et contrôlent ou tentent d'orienter la culture dans le bon sens de leur point de vue ou du point de vue de leurs commanditaires.
Or, la CIA s'intéresse précisément à Heinrich Böll et use d'un réseau d'influence secret pour s'attacher ses services. La CIA recrute des représentants de l'élite culturelle occidentale et les utilise pour mener sa guerre froide culturelle. Écrivains, musiciens, plasticiens, compositeurs, tous sont mis à contribution par les services secrets américains. La CIA prête une attention particulière à l'accueil de Solzhenitsyn par Heinrich Böll. Victor Böll, archiviste à Cologne. Je me souviens très bien du jour où Solzhenitsyn a été déchu de sa nationalité et expulsé de l'Union soviétique. Je prenais les appels dans le bureau de mon oncle à Cologne. En fin d'après-midi, un employé du ministère des Affaires étrangères a appelé pour dire que la première personne que Solzhenitsyn désirait rencontrer à son arrivée à l'Ouest, c'était Heinrich Böll. Heinrich Böll avait-il pressenti que le refuge trouvé par Solzhenitsyn pouvait avoir été orchestré par les services secrets américains? Victor Böll. Non, jamais. Au cours de ses voyages en Yougoslavie sous le président Tito, Heinrich Böll est honoré comme l'ambassadeur d'une littérature indépendante de l'appareil d'État. Les interlocuteurs communistes de Böll ignorent sûrement que les rapports de voyage de l'écrivain sont transmis aux services de renseignement ouest-allemands et américains via une organisation chapeautée par la CIA, le Congrès pour la liberté de la culture. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion-télévision française vous prie d'écouter, en relais différé de la radiodiffusion italienne, un concert donné à l'auditorium de la radio au cours du Festival de l'œuvre du XXe siècle, dans le cadre du Congrès pour la liberté de la culture, avec le concours de l'orchestre de la radiodiffusion-télévision italienne, sous la direction de Darius Milhaud et de Victor Desarzins, et de Suzanne Danco, soprano, et Joseph Fuchs, violoniste. Au cours de cette retransmission que nous devons à l'obligeance de la radio italienne et aux organisateurs du Congrès, vous pourrez entendre la 5e symphonie de Darius Milhaud, Sorkat de Erik Satie et 2 œuvres présentées au concours de composition. Voici donc tout d'abord la 5e symphonie de Darius Milhaud, dirigée par l'auteur. Vous entendrez successivement Vivo, Lento Tenero, Chiaro Leggero, Vivace ed Energico. À Berlin, en 1954, ce sont 19 nations qui sont représentées pour participer, en 1954, au Congrès pour la liberté de la culture. L'élite intellectuelle mondiale se réunit à Berlin lors du Congrès pour la liberté de la culture. Seront présents l'écrivain italien renommé Ignazio Zilone, Sidney Hook, professeur de philosophie à New York. Ce congrès international de 3 jours s'est achevé par une manifestation publique sous la devise « Culture libre dans un monde libre ». L'écrivain Arthur Koestler a terminé par ces mots: « Il est temps de dire adieu à la neutralité ». Les intellectuels occidentaux ont quitté leur position défensive. Mes amis, la liberté passe à l'offensive.
Histoire vivante, cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, un sous-marin culturel. L'offensive du Congrès pour la liberté de la culture commence fin des années 60 à Cologne, ville où réside Heinrich Böll. C'est ici que l'organisation de façade lance ses filets dans tout le pays. Le responsable secret du Congrès à Cologne est l'éditeur Joseph Gasparowicz, ancien fonctionnaire de la culture sous le régime nazi. Après-guerre, Witsch fonde une maison d'édition qui propose un catalogue prestigieux. Reinhold Neven-Dumont, éditeur. Plusieurs livres comportaient des zones d'ombre, non pas quant à leur contenu, puisque tout un chacun pouvait les lire, mais au niveau de leur financement. Il s'agissait d'ouvrages volumineux, dont la traduction avait dû coûter très cher. Or, il est peu probable que Joseph Gasparowicz avait les moyens à l'époque de proposer ses livres dans son catalogue sans un financement extérieur. Comment dès lors l'éditeur pouvait-il financer de pareils ouvrages? Reinhold Neven-Dumont. La plupart d'entre eux provenaient des États-Unis. On songeait donc naturellement à une source américaine. Et on murmurait, sans le dire ouvertement, que le financement provenait de la CIA. Heinrich Böll était édité par Joseph Gasparowicz. Oui, il a choisi Witsch et il lui est resté fidèle jusqu'à sa mort. Les deux hommes étaient amis. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Mais j'ignore dans quelle mesure Witsch a mis Heinrich Böll dans le secret du financement par la CIA. Et si c'est le cas, comment Böll a réagi? Je n'en sais rien. Les rapports d'Heinrich Böll sur ses voyages à l'Est parviennent à Witsch et ainsi jusqu'au service secret. Witsch, ancien membre des SA sous le régime nazi, rencontre des artistes et des journalistes influents dans une résidence rattachée au Congrès pour la liberté de la culture. Le budget est alloué par une fondation fictive créée par la CIA. Parmi les personnalités que Witsch et Böll rencontrent à Cologne, l'ancien agent de contre-espionnage nazi et ancien sous-lieutenant DSS, Beryl von Neudbeck, l'ancien agent de la Gestapo Hans Otto Weissmann et la première garde de la radio et de la télévision allemande. Mais qu'avaient donc en commun ces gens de lettres et ces auteurs de premier plan? Sabine Brandt, directrice du Congrès de 1959 à 1961. Ils partageaient tous le même objectif que le Congrès, à savoir la liberté culturelle. Tous n'étaient pas artistes, mais tous étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans la politique culturelle. Et nous étions témoins devant notre porte de ce qui arrive quand on ne se bat pas pour la liberté. Ça commençait à l'est de l'Allemagne. Les partis politiques n'ont pas pour principal objectif la sauvegarde de la culture, même si c'est inscrit dans leur programme. Les partis politiques ont quantité d'autres objectifs. Le risque aurait donc été qu'un tel choisisse tel parti, un tel autre, et qu'au final on se déchire au lieu de s'unir. Après la mort de Boris Pasternak, le régime soviétique a fait arrêter Olga Ivinskaya, la muse de l'écrivain, sans doute pour lui faire payer les méfaits reprochés à son compagnon décédé. Notre centrale de Paris nous a fait parvenir un texte en me demandant de le faire signer par des personnalités importantes et de le publier. J'ai appelé Böll, qui faisait partie du Congrès, et je lui ai lu le texte. Je lui ai demandé s'il acceptait de le signer, et il a répondu « Évidemment », et le texte a été publié. Nous étions tous financés par la CIA, mais nous ne nous en doutions pas. Nous recevions de l'argent de la Fondation Ford, laquelle était en réalité financée par la CIA. Cela dit, si je l'avais su à l'époque, cela ne m'aurait pas choqué. Je me serais dit, la CIA dépense enfin son argent pour une noble cause. Des sommes colossales sont engagées pour influer sur l'art et la culture européenne. Financer des congrès onéreux, telle une grande manifestation à Berlin-Ouest.
des manifestations financées par des dizaines de fondations américaines. Ces fondations font transiter l'argent de la CIA à la centrale européenne du Congrès pour la liberté de la culture, basée à Paris. Tom Braden, ancien agent de la CIA. Nous prenions contact avec une personnalité très riche de New York. On lui disait qu'on voulait créer une fondation. On lui expliquait nos objectifs et on lui demandait de garder le secret. La personne s'empressait d'accepter. On éditait du papier à son en-tête et voilà, la fondation était créée. C'était un dispositif très simple. Les fonds dispensés par la CIA sont avant tout destinés à alimenter la gauche anti-stalinienne. La maison d'édition Veitch s'impose tout naturellement. Le catalogue répond aux exigences de la CIA, un cercle d'écrivains restreint mais extrêmement influent. Les auteurs doivent se faire les apôtres de la liberté individuelle et des valeurs libérales. La critique envers les États-Unis est tolérée, mais elle ne doit pas être trop virulente ni s'accompagner de sympathies communistes. Carol Ashtern, ancien agent américain et ami de Böll, travaille alors comme lectrice. La CIA recherche des intellectuels indépendants de l'appareil politique de leur pays afin de les mobiliser en faveur des intérêts américains. Et Heinrich Böll a le bon profil. C'est un modéré de gauche, anticlérical, et il prône de plus les valeurs occidentales. Erich Schmidt-Enbohm, journaliste, spécialiste des services secrets. Il avait le profil exact recherché par la CIA pour réussir son ambitieux programme d'infiltration de la totalité du milieu culturel de gauche en Europe. Un programme qu'elle avait lancé à la fin des années 40. À l'aide de fonds et de moyens secrets, amener les intellectuels européens critiques et socialement engagés à diffuser l'idéologie américaine. Ou bien, comme le formule une directive de la CIA, telle une araignée dans sa toile, contrôler l'ensemble de la vie culturelle européenne afin qu'elle ne s'oppose pas à la libre entreprise et à l'économie de marché propre au système américain. Tom Braden, ancien agent de la CIA. Nous voulions unir les écrivains, les musiciens, les peintres, ainsi que leur public. Des gens comme vous et moi, qui vont au concert et visitent des expositions, afin de montrer que l'Europe de l'Ouest et les États-Unis étaient très attachés à la liberté d'expression ainsi qu'à l'accomplissement intellectuel, et qu'ils refusaient d'imposer aux intellectuels et aux artistes des dictats quant à ce qu'ils devaient écrire, dire, faire ou peindre, comme c'était le cas en Union soviétique. Par l'entremise de sa fondation de façade, la CIA entame en 1952 son offensive européenne avec un programme culturel des plus fastueux. L'Orchestre symphonique de Boston ouvre à Paris le festival du XXe siècle en présence du président de la République Vincent Auriol. Après le Sacre du printemps de Stravinsky, les musiciens interprètent des œuvres de William Watson et d'Alban Berg. La campagne américaine pour la promotion de la musique atonale et de la peinture abstraite commence au théâtre des Champs-Élysées. Le financement occulte de cette manifestation est assuré par la CIA et le Congrès pour la liberté de la culture. Pierre Grommiot, sociologue, historien. C'est une manifestation assez impressionnante, fastueuse, d'ailleurs qui a été critiquée parce que dans un pays qui se relevait de la guerre, comme la France de l'époque, c'était peut-être un petit peu trop fastueux, mais la pointe était très claire. C'était deux choses. D'une part, soutenir l'art moderne contre le dénigrement et même les attaques contre l'art moderne dans la musique, dans la peinture
etc., qui venaient aussi bien du nazisme que du communisme à l'époque. Et deuxième message, tout aussi important, c'est de montrer que les États-Unis n'étaient pas seulement un pays de culture de masse, de Coca-Cola et de musique vulgaire ou populaire, mais qu'elle était le support de la modernité artistique. La campagne culturelle que la CIA mène en Europe est étrangement en contradiction avec la sensibilité culturelle qui prévaut aux États-Unis. Aux États-Unis, bien des artistes ou des scientifiques sont l'objet de poursuites et d'accusations. Arthur Miller, Charles Chaplin, Philip Morrison, Thomas Mann. L'antenne allemande du Congrès pour la liberté de la culture considère Thomas Mann comme un ennemi de la modernité occidentale. On recommande qu'il ne soit pas invité au Festival du XXe siècle de Paris. Pierre Grommion. C'est de construire une communauté intellectuelle euro-atlantique et c'est de trouver les moyens d'établir avec les créateurs qui sont soit dans les démocraties, essentiellement dans les démocraties populaires d'ailleurs, d'Europe centrale, des voies d'échange intellectuel authentique, non bureaucratisées et non polluées aussi par la lutte idéologique. Je dirais que le Congrès pour la liberté de la culture, en résumé, ce sont les belles années de l'Amérique libérale de l'après-guerre. In the early 1950s, popular music belonged to the realm of wholesome white performers, such as Perry Como, Doris Day, and Gail Storm. The songs they sang were designed to be as innocent and inoffensive as possible. For the most part, this music reflected the tastes of a growing white middle class, enjoying the fruits of post-war prosperity and progress. Papa, won't you dance with me? Please dance with me. Oh, dance with me. When you hold me tight. Oh, Papa, won't you dance with me? Tonight. Les belles années de l'Amérique libérale de l'après-guerre sont organisées par la centrale parisienne du Congrès pour la liberté de la culture. Ce sont en réalité les Européens qui mettent la main à la poche. En contrepartie des produits américains importés dans le cadre du plan Marshall, ils doivent placer la contre-valeur en monnaie nationale sur un compte spécial. C'est avec les fonds de ce compte que la CIA finance ses opérations en Europe. Tom Braden, ancien agent de la CIA. Le Congrès pour la liberté de la culture a vu le jour peu après le lancement du plan Marshall qui impliquait la constitution par les Européens de fonds de contre-valeur. C'est avec le plan Marshall et les fonds de contre-valeur que nous avons financé le Congrès et d'autres organisations en Europe. Des sommes colossales transitent par la succursale bâloise de la Chase Manhattan Bank avant d'arriver à l'hôtel Baltimore de Paris, première base des opérations culturelles de la CIA après la guerre. Les émoluments du personnel, hautement qualifié du bureau parisien, engloutissent chaque année des sommes rondelettes. Il en est de même pour l'antenne allemande ainsi que l'éditeur Vitch et Heinrich Böll. Raymond Aron est une des figures de proue du réseau des services culturels américains. Annie Lacroix-Rie, historienne. Il se trouvait en conflit avec des gens qui l'avaient accompagné, puisqu'il les avait connus à l'école normale supérieure, comme Sartre, qui faisait partie des intellectuels de la gauche non communiste qui n'avaient pas pris, dans la guerre froide, une position militante ouverte contre le communisme. Sartre disposait d'une revue, Les Temps modernes, qui influençait certaines couches des intellectuels non communistes. Et comme en Angleterre, le Congrès pour la liberté de la culture avait pour objectif de liquider l'influence de revues qui, en quelque sorte, empêchait une partie des intellectuels non communistes de rejoindre le combat pour la défense des États-Unis. C'était donc un combat central,
mais un combat évidemment qui s'accompagnait d'une lutte anticommuniste plus ouverte, et pour laquelle Aron a bénéficié d'une des armes essentielles en France du Congrès pour la liberté de la culture, c'est-à-dire de la revue Preuve. Sous la direction de Raymond Aron, la revue Preuve lance régulièrement de virulentes diatribes contre Jean-Paul Sartre. Les sympathies que Sartre nourrit pour la révolution cubaine sont considérées comme très dangereuses, laissant profiler une troisième voie entre Moscou et Washington. La vie privée de Sartre fait également objet d'attaques. La revue Preuve surnomme la compagne de Sartre Mademoiselle de Beauvoir, façon de condamner leur union hors mariage. Les éditeurs de la revue Preuve coordonnent leur action internationale dans des locaux du 1er arrondissement de Paris, 18 avenue de l'Opéra. Ici travaille un groupe d'intellectuels de premier plan, sous la houlette de François Bondy, le directeur de la revue. Bondy entretient des liens étroits avec l'antenne anglaise du Congrès pour la liberté de la culture. À Londres, le Congrès publie la revue Encounter et produit des films de propagande. L'adaptation cinématographique de grands romans est orchestrée dans l'ombre par des collaborateurs du Congrès. L'exemple le plus frappant est l'adaptation, tournée alors, du roman de George Orwell, 1984. From the devastation wrought by the atomic raids of 1965, 3 great police states rose to divide the world: Oceania, Eurasia, and East Asia. Atomic weapons were abolished, but not war itself. For only by maintaining the strain and tension of continual conflict could the ruling parties enforce absolute power. London, with its bomb-proof ministries, became capital of Airstrip 1, a province of Oceania. Sous l'influence de la CIA, le livre est transformé en porte-drapeau de l'anticommunisme. Le directeur du Comité américain pour la liberté de la culture supervise l'élaboration du scénario. Take cover, everybody. Take cover, everybody. Special bulletin from the Ministry of Peace. Eurasian rocket bombs are approaching London. Orwell mettait en garde contre la toute-puissance de l'État, contre la surveillance anonyme de ses fonctionnaires dans la vie quotidienne et contre la répression des opinions dissidentes. Mais la CIA intervient dans les mêmes termes. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. I do not think that the kind of society I described will arrive, but that something resembling it could arrive, and that totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere.
Histoire vivante, cette semaine, la CIA. De Berlin à Téhéran en passant par la Provence, l'agence Sa vie, ses œuvres. À l'aéroport Tempelhof de Berlin, QG de la CIA en Allemagne, les services secrets américains emploient plusieurs milliers de collaborateurs. Les dirigeants du Congrès pour la liberté de la culture y entament dès 1950 leurs actions. Dans le Berlin d'après-guerre, devenu un véritable nid d'espions, selon l'expression désormais connue, le Congrès n'hésite pas à établir des contacts avec des personnes peu recommandables, en prenant garde que son identité ne soit pas dévoilée. Erich Schmidt-Enbaum, journaliste, spécialiste des services secrets. À la tête des actions culturelles du Congrès se trouvaient de brillants intellectuels comme Malvin Lasky, Shepard Stone ou Michael Schosselson. La mission dictée par les responsables des services secrets était claire. Il fallait appliquer les directives de la CIA concernant les opérations secrètes. Ces dernières ne comprenaient pas seulement la propagande, mais toute la palette des sales coups, depuis le sabotage jusqu'à la subversion. Afin de ne pas porter atteinte au prestige des États-Unis, puissance démocratique luttant pour la paix, la planification et l'exécution des opérations devaient être organisées de façon à ce que la responsabilité des autorités américaines ne puisse pas être mise en cause. En pratique, ça allait de la production de livres écrits de toutes pièces pour l'occasion et leur introduction clandestine dans la zone occupée par les soviétiques, aux attentats contre les structures sociales et économiques jusqu'au recrutement d'agents. Josselson collaborait avec des organisations de façade comme le groupe de lutte contre la cruauté, en réalité un groupuscule anticommuniste, qui, avec l'aide du Congrès, faisait passer du matériel de propagande à l'Est. Ce groupe effectuait aussi de l'espionnage et est également responsable d'un grand nombre d'actions terroristes et d'actes de violence. Les organisateurs américains du Congrès ne dédaignent pas accueillir d'anciens nazis et des individus de toutes sortes pour peu qu'ils puissent servir leur cause. Lorsque le chef d'orchestre Wilhelm Furtwängler se voit reprocher son comportement sous le régime nazi, la CIA lui promet de régler l'affaire. Un autre chef d'orchestre, Herbert von Karajan, bénéficie des mêmes protections. Ces concerts provoquent d'immenses remous dans la communauté juive. Le Congrès rétorque qu'il s'agit d'atteinte à la liberté culturelle. Le comité artistique de la CIA comprend l'ancien conservateur du musée berlinois Kaiser Friedrich, le conservateur de l'Institut d'art contemporain de Londres et celui du musée d'art moderne de Paris. Nul ne sait si ces hommes connaissaient la véritable nature du Congrès. En collaboration avec le musée d'art moderne de New York, le Congrès choisit Berlin comme un des centres de la lutte pour la liberté de la culture et de l'art. L'opération est menée avec la plus grande discrétion et vise des objectifs précis comme la promotion de l'expressionnisme abstrait en peinture. Selon la définition du directeur du musée d'art moderne et protecteur du Congrès, ce mouvement est l'art de la libre entreprise. Werner Spies, historien de l'art. L'artiste du XXe siècle a toujours été un adepte de la libre entreprise. Il se distingue en cela de ses prédécesseurs du XIXe siècle qui dépendaient de l'État, de l'art de salon, des traditions, de l'académisme. L'artiste du XXe siècle a toujours été libre et cette liberté, les artistes américains l'ont découverte avec l'émigration européenne. À New York, les grands artistes européens tels Max Ernst, Masson et Léger étaient tous des hommes libres, ce qui n'a pas manqué d'impressionner leurs homologues américains. Lorsque ces immigrants sont retournés en Europe, les Américains ont tenté de nier leur apport. Ils ont fondé un mouvement qu'ils ont présenté comme étant totalement américain et qu'ils ont baptisé expressionnisme abstrait. D'une façon ou d'une autre, l'art a toujours servi les structures officielles. Que ce soit au XIXe siècle, à la Renaissance
ou dans l'Église, l'art a toujours été l'expression de la puissance. La politique s'est toujours servi de l'art pour affirmer son pouvoir. Il est donc tout à fait compréhensible qu'une grande puissance comme les États-Unis se soit servie non seulement des beaux-arts, mais de toutes les formes d'expression artistique afin de forger une sorte d'identité américaine. Histoire vivante, cette semaine, la CIA. Aujourd'hui, un sous-marin culturel. Grâce au Congrès et à ses organisations apparentées, cette fameuse identité américaine apparaît toutefois comme parfaitement européenne. Ouvrir le marché libre et commun des idées. Pour ce qui est des beaux-arts, dit un rapport, il s'agit essentiellement de peinture abstraite. Les aides versées au Congrès profitent surtout aux peintres abstraits. Günter Grass, peintre et prix Nobel de littérature, est de ceux qui ne se sont jamais pliés aux directives du Congrès. Günter Grass. La tendance prédominante, et qui profitait d'aides massives, c'était la peinture non figurative, la peinture informelle. Willy Gros, qui faisait figure de pape de la critique d'art, a particulièrement fait la propagande de ce courant. En revanche, Karl Hofer, ancien directeur de l'école des beaux-arts et peintre que j'admire, a pris position contre ce mouvement. La propagande était orchestrée dans des publications comme le Tagesspiegel, mais surtout dans Monat. J'ai appris plus tard que la revue Monat, ainsi que des revues similaires comme Preuve en France et Encounter en Angleterre, étaient toutes soutenues et financées par la CIA. Mais à l'époque, nous ne le savions pas. Toujours est-il que cette querelle nous a incités, nous, les jeunes, à prendre position. Moi, par exemple, j'étais pour le figuratif dans le sens où l'entendait Karl Hofer, qui était tout sauf un ennemi du moderne. J'entends par là l'art moderne classique. En revanche, il disait que Kandinsky était un peintre kitsch mortellement bigarré. À l'époque, il nous a dit une chose qui nous a frappés. Il n'était pas du tout étonnant que la mode de la peinture informelle nous vienne des États-Unis, car ce pays aspirait toujours à être plus moderne que moderne. Et il est sans doute vrai que la tendance idéologique de la CIA était de représenter l'aspiration occidentale, les modernes d'entre les modernes. Et que cette aspiration allait de pair avec la promotion de la peinture informelle. Pour ceux qui étaient attachés à la peinture figurative, comme moi et bien d'autres collègues, cela a eu des conséquences. À l'Université libre de Berlin, ces financements sont restés en grande partie secrets. Il était alors naturel, dans les universités de Berlin-Ouest, de lire les revues du Congrès pour la liberté de la culture. Écrire pour ces revues était même un privilège. Eckhard Krippendorf, professeur émérite. Appâter les intellectuels, c'est trop machiavélique. Lorsqu'on lit les articles sur le sujet, on ne peut douter qu'il y avait des gens dans l'ombre qui tiraient les ficelles. Mais les grands intellectuels comme Arthur Koestler, Isaiah Berlin et bien d'autres, la crème de l'intelligentsia de l'époque y participaient. Eh bien, cela n'était pas corruptible au sens commun du terme. Disons plutôt qu'on les a attirés sur une voie dont ils n'ont plus réussi à s'extirper par la suite. Voilà le danger. Ils pensaient très honnêtement que les États-Unis étaient le pays de la liberté.
que ce pays avait libéré l'Europe de l'Ouest et que le communisme, celui de Staline, constituait un véritable danger pour toute politique libérale, toute culture libérale. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils se soient fait les sbires de la politique américaine. Mais ils le sont devenus de façon objective, car ils ne pouvaient pas sortir du piège. Et ils ont pris conscience de ce piège lors de la guerre du Vietnam. Là, ils ont compris où ils avaient mis les pieds. Pierre Gremion, sociologue, historien. Toutes les armées d'occupation soviétiques, françaises, britanniques et américaines ont des services culturels. Et il se trouve que dans le secteur américain de Berlin, il y a une revue qui a été créée au moment du blocus, en 1948, une revue qui s'appelle Der Monat, et qui est dirigée par un intellectuel américain qui s'appelle Melvin Lasky, et qui travaille étroitement avec un des personnages clés de la reconstruction de l'Allemagne démocratique d'après-guerre, qui est le bourgmestre de la ville de Berlin, Ernst Reuter. Et c'est en 1950 qu'effectivement, avec le soutien de l'armée américaine, est organisée une grande réunion qui a pour objectif de s'opposer de manière frontale au système de mobilisation des intellectuels que met en place l'Union soviétique par le mouvement des partisans de la paix et un certain nombre de congrès d'écrivains. Voilà l'origine historique. Son point de départ est, je dirais, germano-américain. Après la réunion de Berlin de 1950, un choix se pose pour les organisateurs de cette réunion. Premièrement, faut-il ou non continuer ? Et il y a des hésitations. Deuxièmement, sur quel mode continuer ? Alors, il y a un premier modèle dans l'organisation qui est de copier le mouvement du communisme international et de faire un mouvement international pour la liberté de la culture. Et c'est plutôt à ce type de confrontation frontale avec le communisme que se rattachent des hommes comme Arthur Koestler ou David Rousset. Et il y a une seconde conception d'une organisation internationale libérale, si vous voulez, qui est de faire moins une organisation frontale qui utilise les armes communistes que de faire un réseau intellectuel et de ne pas se définir en mouvement. La revue Preuve naît en mars 1951. Son créateur est François Bondy, qui est un journaliste suisse qui s'occupe de mettre en place cette organisation internationale avec Denis de Rougemont. Pendant la guerre, Bondy a eu l'occasion d'être en contact avec l'ensemble de la résistance européenne non communiste. Et c'est d'ailleurs une partie de ces gens-là qu'on va retrouver dans le congrès de Berlin et le congrès pour la liberté de la culture. On peut dire la même chose pour l'Italie, où à Berlin on retrouve des gens comme Altiero Spinelli, par exemple, qui faisaient partie de la première génération de résistance au fascisme. Preuve commence par être le bulletin de cette organisation internationale. Et c'est seulement en octobre 1951 que Preuve devient une revue de plein droit, de plein exercice. Et c'est d'ailleurs la traduction de cette seconde orientation, faire une organisation internationale non pas fondée sur un mouvement, mais sur un réseau de revues. Parce que dès cette époque-là, il y a en 1953 création à Londres d'une revue anglo-américaine Encounter, qui est dirigé par un écrivain anglais, ancien membre du Parti communiste des années 30, Stephen Spender, et d'un intellectuel américain, Irving Kristol. Puis il y a création en Autriche d'une revue qui s'appelle Forum, qui durera 10 ans. Et enfin, en 1955, en Italie, une revue fondée par Ignazio Silone et Nicola Chiaromonte, Tempo Presente. Ça, je dirais que ce sont des grandes revues intellectuelles. Le congrès de Berlin, dans le climat de confrontation avec les soviétiques, était un congrès extrêmement tendu, dont une des vedettes était Arthur Koestler. Mais il est apparu plus adroit, plus astucieux de donner comme président du Congrès pour la liberté de la culture quelqu'un de moins engagé dans la confrontation idéologique frontale avec les communistes. Mais de donner également quelqu'un qui était très engagé dans le fédéralisme européen. Et c'était une époque où les États-Unis jouaient la construction européenne
comme alternative, si vous voulez, à une Europe soviétisée. Et Denis de Rougemont était à l'époque un homme très actif dans la création du Conseil de l'Europe et par la suite très engagé dans la volonté de construire une Europe de la culture. Et il avait créé d'ailleurs, avec le Conseil de l'Europe à Genève, un centre européen de la culture. Donc ce sont ces deux points d'appui politique qui expliquent l'arrivée de Denis de Rougemont. Maintenant, le financement du Congrès pour la liberté de la culture. Ça, c'est une question à la fois très importante et à laquelle il est assez difficile de répondre en 5 minutes. Parce que comme le Congrès pour la liberté de la culture a duré plus de 15 ans sous sa forme originale et plus 5 années par la suite sous la forme d'une association, il y a eu différents types de financement. Alors, je donne des exemples. La première réunion qui s'est tenue à Berlin a été financée par les services culturels de l'armée américaine, c'est-à-dire l'entourage du général Lucius Clay, de la même manière que l'armée française finançait en Allemagne, dans sa zone d'occupation, des activités culturelles. Il n'y avait pas de mystère. Une deuxième réunion qui s'est tenue à Bruxelles a été financée, elle, par les syndicats américains. Et ensuite, toutes ces activités intellectuelles et artistiques, telles que revues, festivals, séminaires, etc., ont été financées par des fondations. Bien. Alors c'est là que le problème intervient du financement de la CIA. Parce que l'homme qui a mis en place toute cette organisation, qui était un homme de très grand talent, qui s'appelait Michael Josselson, qui est mort maintenant, appartenait au service culturel américain de Berlin et en même temps, vraisemblablement, travaillait pour le compte de la CIA, à travers une fondation qui était la fondation Farfield. Et ceci a été découvert en 1967. Mais il y a eu 15 fondations qui n'avaient strictement aucun rapport avec la CIA, et notamment la dernière et la plus importante, qui est la fondation Ford. La signification est très importante, c'est-à-dire que quand la chose a été découverte, ça a été un coup moral absolument terrible pour les intellectuels qui avaient participé à ça, dont on a dit, vous voyez bien, vous êtes des espions. C'était d'autant plus terrible que pendant les années de guerre froide, dans une ville comme Paris par exemple, ils étaient très isolés, si vous voulez. Maintenant, quand on regarde la signification interne, elle est totalement différente. C'est-à-dire que Josselson a été un homme, je crois, de très grand talent, une grande loyauté, et il n'y a jamais eu de contrôle politique, à proprement parler, des intellectuels qui participaient au Congrès pour la liberté de la culture. Notre épisode était intitulé « Un sous-marin culturel ». Demain, suite de notre semaine consacrée à la CIA, avec un retour sur la création de l'agence. Cette thématique est réalisée par Jean-Philippe Svalen.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Jean-Philippe Zwalen, Corinne Rochat, Valérie Dantan et la voix de Jean-Marie Châtaignier. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 0848 828 818. Vous écoutez la première, il est 21h.